Les cloches sonnent la libération de Paris, un Paris occupé depuis plus de 4 ans par les nazis. Le ciel qui était gris au-dessus de la capitale devient enfin bleu et la ville lumière reprend des couleurs. La bataille de Paris, baptisée les 8 Glorieuses, s'est déroulée du 18 au 26 août 1944. Remontons le temps, il y a 80 ans, pour découvrir les secrets de la bataille de Paris. Avant de commencer le documentaire, laissez-moi vous présenter le partenariat du jour qui n'est autre que le célèbre CyberGhost VPN. Et oui, vous avez bien entendu, le documentaire est en partenariat avec CyberGhost VPN, le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité. Grâce à eux, vous pouvez voyager tranquillement sur Internet car votre adresse IP sera intraçable grâce à un tunnel VPN sécurisé. De plus, si vous aimez regarder certains films de guerre, eh bien grâce à CyberGhost VPN, vous aurez la possibilité d'aller sur plus de 35 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, BBC Player. Un vrai régal quand certains films sont bloqués en France. Vous pouvez voyager partout dans le monde sans être bloqué. Dans le cadre de mes documentaires par exemple, CyberGhost VPN m'aide à avoir accès à des contenus qui sont bloqués en France. En activant le pays bloqué, vous pouvez avoir accès à tout ce qui était auparavant bloqué. Ce qui est un gros plus pour la réalisation de documentaires. Comme par exemple sur Netflix, le film Oppenheimer, qui vous raconte l'histoire de la conception de la première arme atomique de l'histoire, est indisponible en France. Grâce à CyberGhost, vous n'aurez plus de problème. Vous cliquez sur le pays que vous souhaitez déverrouiller et le film sera disponible pour vous et pour toute la famille. Il y a plus de 10 000 serveurs répartis dans 90 pays différents, donc votre VPN vous protégera partout où vous irez. Assez pratique pour les aventuriers. CyberGhost VPN est compatible avec les interfaces Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVS, Linux ainsi que les consoles de jeux si vous êtes un gamer qui aime jouer avec vos amis en ligne. Vous pouvez utiliser votre abonnement CyberGhost VPN sur 7 appareils différents pour en faire profiter toute la famille. Grâce à mon lien en description, vous pouvez bénéficier de 83% de réduction sur votre abonnement CyberGhost VPN. En somme, vous allez payer 2,03 € par mois et vous bénéficierez de 4 mois gratuits. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez jusqu'à 45 jours pour arrêter votre abonnement et être remboursé. Une occasion à ne pas rater, donc foncez dans la description si l'offre vous intéresse. Je remercie CyberGhost VPN pour leur confiance car sans eux, le documentaire n'aurait jamais pu voir le jour. Encore un grand merci. 6 juin 1944, à l'aube. Le temps est froid et les nuages sont tellement compacts que personne ne peut percevoir le soleil. Les Allemands observent à la jumelle, depuis le bunker de commandement, la mer qui paraît tout à fait calme. Mais ils sont, depuis la nuit, en état d'alerte à cause des troupes parachutistes qui ont été larguées en Normandie. Toujours rien, quand soudain, plus de 5000 navires font leur apparition. Les soldats américains, britanniques, canadiens et les commandos Kieffer débarquent sur les côtes normandes. En fin de journée, les Alliés ont réussi à pénétrer dans les terres normandes et une longue et terrible bataille les attend, la bataille de Normandie. Le 22 juin, les Soviétiques déclenchent l'opération Bagration pour soutenir le débarquement en Normandie. L'armée rouge arrive aux frontières qu'elle avait perdues. Désormais, les Allemands sont pris en étau. Les renforts alliés continuent d'arriver sur le sol normand. Le 1er août 1944, à Saint-Martin-de-Varreville, le général Leclerc débarque à la tête de la 2e division blindée sur la plage portant le nom de code Utah Beach. Les Américains vont énormément mettre en scène l'arrivée de ce prestigieux général français. La 2e division blindée, appelée 2e DB, intègre la 3e armée américaine, commandée par le bouillant général George Patton. Les deux hommes vont rapidement s'illustrer dans la bataille de Normandie et vont piéger les Allemands dans la poche de falaise. Mais la plupart des Allemands réussissent à s'échapper de ce couloir de la mort. Le 15 août 1944, un second débarquement a lieu. Les troupes franco-américaines débarquent en Provence. Le nom de code de ce débarquement est Opération Anvil Dragoon. L'objectif est de couvrir les flancs sud de l'opération Overlord et de prendre en tenaille l'armée allemande. Avec le succès de ce débarquement, les Alliés pourront disposer d'un grand port en état de fonctionnement, celui de Marseille. Mais ce que les Alliés ne savent pas, c'est qu'une partie des chefs de la Wehrmacht a conscience que la guerre est perdue, surtout depuis la perte de Cherbourg. Ce qu'ils veulent, c'est négocier avec les anglo-saxons pour obtenir une paix honorable à l'ouest et sauver ce qui peut l'être à l'est. Mais avec l'attentat manqué du 20 juillet 1944 contre Hitler, les projets des chefs de la Wehrmacht sont mis à mal. Les Allemands se replient de plus en plus et ils ne souhaitent pas faire de Paris un nouveau Stalingrad ou reproduire le siège de Leningrad. Du côté anglo-saxon, on ne souhaite pas prendre la capitale française car on n'a pas les moyens de la ravitailler ni même de la prendre. Car les ports artificiels mis à disposition pour livrer le ravitaillement sont désormais beaucoup trop loin de la zone de combat.
Les Alliés, ainsi que les chefs de la résistance en France, sont au courant de ce qui s'est passé à Varsovie. La ville a été rasée à plus de 84% et les troupes soviétiques sont restées l'arme au pied, prétextant que la résistance était dirigée contre l'Union soviétique. Elles ont donc laissé les Allemands faire le ménage face à cette seconde révolte à Varsovie. À Paris, on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. La révolte doit être soutenue, sinon elle connaîtra le même sort, même si les troupes allemandes sont beaucoup moins nombreuses qu'à Varsovie et qu'elles sont commandées par le général von Choltitz, un officier fidèle à Hitler, connu pour obéir à la lettre aux ordres qui arrivent à Paris le 7 août 1944. Après avoir vaincu les Allemands en Normandie et face au repli de ceux-ci, la 3e armée amorce un mouvement d'enveloppement de Paris par le nord avec le 15e corps et par le sud avec les 12e et le 20e corps. Le général Haeslip, commandant le 15e corps, est à Dreux le 14 août, puis à Mantes le 18 août. Le général Eddy, commandant le 12e corps, atteint la Loire le 17 août, puis Orléans. Et le général Walker, commandant le 20e corps, atteint Fontainebleau le 20 août. Maintenant, les troupes alliées avancent vers la Seine, poussant l'armée allemande à la traverser grâce à une vingtaine de bacs entre les Adélis et Quillebeuf, car il n'y a plus aucun pont intact entre Paris et la mer. C'est le 17 août que le général Model remplace le général Kluge qui s'est suicidé sur le front de Normandie. Mais les troupes allemandes ne cèdent pas à la panique. La Wehrmacht a pu sauver les 2/3 de ses forces en Normandie et Paris n'est pas un objectif prioritaire pour elle. Elle sert juste d'itinéraire secondaire de repli. Selon les estimations, 10% des forces allemandes sont passées par Paris pendant leur retraite. Le 19 août, soit 4 jours après le débarquement en Provence, Hitler donne l'ordre d'un repli général en France. Le plan des Alliés va également changer, car ils vont désormais se diviser en 2 groupes. Le général Montgomery, qui n'a pas été capable de percer à Caen, abandonne le commandement des troupes terrestres et prend la tête, au nord du dispositif, du 21e groupe d'armée britannique, qui comprend la 2e armée britannique de Dempsey et la 1re armée canadienne de Crerar. Au sud, Bradley commande le 22e groupe d'armée américain, qui comprend la 1re armée de Hodge et la 3e armée de Patton. La bataille de Normandie étant terminée, le général Montgomery annonce un nouveau plan d'opération. Le 21e groupe britannique doit pousser vers le nord en direction des ports flamands et des bases de V1 et de V2, puis en direction de la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne. Le 12e groupe américain doit continuer son avance dans les Ardennes et vers Cologne. La 3e armée de Patton, dans ce dispositif, doit protéger les flancs de cette avancée plus au sud. Mais Paris ne fait pas partie de l'objectif. Le but est de contourner la capitale et de laisser les troupes allemandes qui s'y trouvent se rendre d'elles-mêmes. Alors qu'une insurrection se prépare pour aider les troupes alliées à prendre Paris, comment vont-elles s'en sortir face à cet abandon ? À Paris, depuis le 9 août, les services administratifs et les personnels féminins commencent à évacuer la ville. Les habitants regardent passer sous leurs fenêtres des convois allemands surchargés de matériel prendre la route vers l'est. Le lendemain, le 10 août, les civils allemands sont convoqués gare de l'Est pour être évacués. Et le même jour, les patrouilles allemandes confisquent toutes les bicyclettes de la ville pour faciliter leur retraite. L'événement rappelle l'exode et la débâcle de 1940. Les soldats français battant en retraite avec l'aide de bicyclettes trouvées au bord de la route. Cette fois-ci, ce sont les Allemands qui doivent fuir. Mais ils vont piller la capitale de toutes ses ressources. De surcroît, face à la traversée de lourds convois militaires, les Parisiens sont au bord de la révolte. Les effectifs allemands, quittant peu à peu la capitale, s'affaiblissent face aux futurs événements qui se préparent. Le général von Choltitz possède encore 4 régiments de catégorie B qui sont majoritairement formés de réservistes d'un certain âge ou de jeunes hommes qui n'ont pas du tout d'expérience du combat et d'un bataillon de choc détaché de la 1re armée qui comptabilise 3000 personnels administratifs qui n'ont pas encore évacué les lieux. En revanche, les SS, hormis quelques unités affectées à la garde des lieux de détention allemands comme la prison de Fresnes ou le fort de Romainville, quittent Paris le 19 août. Au total, il y a 17 000 combattants, 11 000 qui se trouvent hors de Paris, et 6 000 se trouvent à l'intérieur de la ville, ce qui est très inégal. Pour ce qui est du matériel présent pour défendre Paris, il y a 17 chars Mark V1 qui appartiennent à la compagnie de la division Panzer Lehr des automitrailleuses, 2 compagnies cyclistes armées de mitrailleuses, 23 canons de 105 et 150, 35 canons de 75 et 88. Les canons de la 1re brigade de DCA, parmi lesquels les redoutables canons de 88 mm, peuvent être utilisés dans le cadre d'un combat urbain ou comme arme anti-char. Pour ce qui est de l'aviation, von Choltitz ne dispose que d'une 60aine d'appareils de type divers et ils ne sont pas tout le temps disponibles. La Luftwaffe à Paris se situe au Bourget, mais avec le peu d'appareils qu'elle a à sa disposition, elle ne peut pas faire grand-chose. Les Allemands ont pleinement conscience de leur faiblesse. Le colonel von Unger conçoit un plan de défense de Paris. Ce plan renonce à un combat frontal face aux Alliés. Le gros des forces est établi dans la proche banlieue de l'Ouest et au sud de Paris, prenant appui sur les forts du 19e siècle qui sont bâtis en hérisson sur les grands axes routiers venant de Normandie. En somme, le but est de freiner et non de stopper l'avance des unités alliées. Dans Paris même, les Allemands manquent cruellement de moyens pour envisager une occupation totale. Von Unger privilégie la constitution d'une douzaine de points d'appui qui sont solidement fortifiés et où les Allemands peuvent se retrancher.
Ces fortins se trouvent sur la rive droite, le central téléphonique des archives, la commandanture à l'angle de l'avenue de l'Opéra et de la rue du 4 septembre, la caserne de la place de la République, l'hôtel Majestic, la place de la Concorde à l'hôtel Crillon et le ministère de la Marine, les hôtels de la rue de Rivoli, le Meurice, le QG de von Choltitz et le Continental et le jardin des Tuileries. Sur la rive gauche, le dispositif des fortins est plus mince, mais il est basé sur 4 bastions solides, le ministère des Affaires étrangères, la Chambre des députés, le Sénat et l'école militaire. Le tout enveloppe le centre de Paris. Von Unger renonce à occuper Paris et accepte de perdre le contrôle de certains quartiers. En somme, les quartiers périphériques du nord, de l'est et du sud-est. Le plus important pour les Allemands est de conserver, grâce aux blindés et aux automitrailleuses, le contrôle de leurs lignes de communication entre les points d'appui et les passages entre les deux rives de la Seine. Le plan de Von Unger ne prévoit pas de se battre dans la ville barricade par barricade, rue par rue, quartier par quartier, mais simplement de gagner du temps pour que les troupes allemandes puissent effectuer leur retraite générale. De ce fait, libérer Paris est devenu possible. Pour la résistance, qu'elle soit gaulliste ou communiste, il faut se soulever, tenir des quartiers entiers à Paris, prendre le contrôle des maisons d'arrondissement et des bâtiments publics comme la préfecture de police, les ministères et l'hôtel de ville. Ceci est d'une importance symbolique et politique. Pour les Allemands, ces lieux ne sont pas importants, du moment qu'ils peuvent circuler entre leurs différents points d'appui. La résistance va, elle aussi, avoir son point d'appui fortifié, la préfecture de police. Mais en réalité, à l'intérieur de la capitale, elle n'est pas capable à elle seule de réduire les points d'appui allemands, et elle est obligée pour réussir d'avoir l'aide des troupes alliées venues de l'extérieur de Paris. Mais quand vont-elles arriver ? Combien de temps la résistance va-t-elle pouvoir tenir face aux assauts des troupes allemandes qui ne souhaitent pas récupérer la totalité de la capitale ? Là est la question. Car en effet, le plan initial des Alliés n'est pas de prendre Paris, mais de la contourner par le nord et par le sud. Une fois l'encerclement réalisé, les garnisons allemandes se trouvant dans la région parisienne n'auront pas d'autre choix que de suivre le mouvement général de retraite et la ville tombera sans qu'on ait tiré un seul coup de feu. Dans ses mémoires, le général Bradley écrit ces quelques phrases à propos de Paris. Une véritable fièvre s'est emparée de l'armée à l'approche de Paris. Pour une génération nourrie des souvenirs du corps expéditionnaire de 1917, Paris prenait une autre allure que tout autre objectif européen. Mais tactiquement, la ville n'avait plus de signification. C'était une tache d'encre sur la carte qu'il fallait éviter. En fait, ce que Bradley craint, c'est de voir les refus des troupes américaines de quitter Paris une fois qu'elle aura été conquise. Les Alliés refusent de bombarder Paris, ce qui aurait pu accélérer le mouvement de retraite. Mais pour eux, il est hors de question de voir la capitale de la France réduite en un tas de ruines, comme Caen ou Le Havre. Pourquoi les Alliés souhaitent-ils éviter Paris ? Parce qu'en premier lieu, il y a le souci de se trouver au beau milieu de déchirements et d'enjeux de pouvoir dans la vie politique française. Le général Eisenhower conserve un goût plus qu'amer des intrigues à Alger et les responsables alliés ne font qu'une confiance limitée aux capacités opérationnelles de la résistance. Mais les militaires américains ne veulent pas être engagés dans des combats urbains dont ils n'ont aucune expérience, et ils savent très bien que ces combats peuvent être meurtriers. Et puis un autre fait donne des sueurs aux planificateurs américains. Libérer Paris signifie que 4000 tonnes de nourriture par jour, soit l'équivalent du ravitaillement de 8 divisions de combat, doivent être apportées à la capitale une fois libérée. Surtout qu'au milieu d'août 1944, la question du ravitaillement devient une question primordiale pour les troupes qui continuent à avancer dans les terres. Le seul port dont disposent les Alliés est Cherbourg, mais il doit être remis en état pour qu'il soit opérationnel. De plus, ce port est à 400 km des lignes alliées. Des travaux de grands pipelines sont envisagés, mais ils avancent très lentement. À la fin août, ils atteignent à peine Alençon. Le prochain port visé par les Alliés est Anvers, mais il ne sera sécurisé qu'en novembre 1944. Revenons à Paris, où la situation devient de plus en plus dure à vivre. Les habitants ne sont plus nourris comme il faut depuis le début de la guerre, car les Allemands pillent toute la nourriture pour l'intérêt de leurs soldats qui font la guerre. Le 17 août 1944, Paris n'a plus un stock de blé et il ne reste plus rien dans les magasins pour nourrir les habitants. En somme, les 3 millions d'habitants à Paris ne peuvent avoir que 500 grammes de pain, 270 grammes de viande et 350 grammes de biscuits par habitant. Et pour les pâtes, c'est seulement pour 12 repas par habitant. Le lait manque également. Avant la guerre, Paris recevait 1,2 million de litres par jour. En août, elle n'en reçoit plus que 50 000. La famine n'est pas loin et le marché noir explose. Et il n'y a pas que les denrées alimentaires qui sont touchées. Il y a également l'essence qui a quasiment disparu au mois d'août 1944 dans Paris. Seuls les services d'urgence, comme les pompiers, les médecins, les ambulances et les forces de l'ordre, disposent encore d'essence. Les usines tournent au ralenti, voire ne tournent plus du tout. À partir du 15 août 1944, le métro ne fonctionne plus dans une ville où plus aucune voiture ne circule du fait du manque de carburant. La bicyclette est privilégiée, à condition que les Allemands ne la réquisitionnent pas pour leur retraite organisée. Les cinémas ont dû fermer leurs portes à cause des coupures d'électricité. Les théâtres restent ouverts, mais les acteurs jouant sur scène s'éclairent à la bougie. La résistance dans la capitale est sur le point de se soulever, espérant que les Alliés viennent à son secours. Mais Paris se prépare à être l'une des plus grandes batailles politiques.
Depuis la veille du débarquement en Normandie, les Américains envisagent de placer la France sous administration militaire, car ils refusent de voir le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, qui a à sa tête le général de Gaulle, prendre le pouvoir à la Libération. Le président américain Franklin D. Roosevelt envisage de soumettre la France à une structure comparable à l'AMGOT, Allied Military Government for Occupied Territories, qu'ils ont déjà imposé à l'Italie après juillet 1943. Des accords avaient été signés en novembre 1942 entre l'amiral Darlan et le général américain Clark, qui ont transformé l'Afrique du Nord en protectorat quasi-américain. Les divisions françaises qui se trouvent en Afrique du Nord seront rééquipées par les Américains et une monnaie américaine est en préparation pour la France, qui sera hors de contrôle du CFLN. De Gaulle dira que c'est une fausse monnaie. Les Alliés vont former des officiers américains et britanniques pour administrer la France libérée. Cette formation a lieu à Charlottesville, en Virginie, sous l'autorité du général Holmes, qui déjà avait dirigé l'AMGOT en Italie. Les Américains vont former une centaine de leurs concitoyens à exercer les pouvoirs publics en France. En somme, un ancien cuisinier deviendra maire de Cherbourg à la Libération. Dès le mois de juin 1943, dans le camp de Gaulle, on démontre que les pouvoirs seront contrôlés par les instances locales de la résistance. Claude Étier de Bois-Lambert sert d'interlocuteur entre les autorités militaires alliées et le conseiller technique des autorités militaires françaises. Ils veulent démontrer que le CFLN est capable d'administrer les territoires libérés en maintenant l'ordre, en nommant des maires et des fonctionnaires, et qu'il sera capable de ravitailler la population civile. Mais les Américains ne veulent rien savoir. 200 officiers, dont une soixantaine de femmes, sont à pied d'œuvre au moment du débarquement. Ce n'est que le 4 juin 1944 que Churchill invite De Gaulle à Londres pour révéler les secrets et la date du débarquement en Normandie. Eisenhower révèle à De Gaulle le texte qu'il va lire sur les ondes françaises, mais dans son texte, le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, n'existe pas. De Gaulle va montrer son mécontentement et de là va se déclencher la plus grave crise entre De Gaulle et les Alliés. Il va refuser de parler à la radio juste après Eisenhower car il souhaite montrer au peuple français qu'il n'est pas soumis aux États-Unis. Et de plus, il va interdire l'envoi des officiers de liaison en France. De Gaulle parlera le matin du 6 juin 1944, prenant à son tour le soin d'ignorer l'AMGOT et Eisenhower. Les officiers envoyés par les États-Unis pour administrer la France ne servent à rien car les chefs de la résistance locale prennent eux-mêmes le contrôle de l'administration d'une commune ou de la préfecture. Car en effet, depuis 1943, le CFLN prépare la libération et la prise du pouvoir en France en promulguant pas moins de 400 ordonnances et décrets. Le but est de faire barrage à l'AMGOT et d'éviter une révolution en France. Le 10 janvier 1944, le CFLN institue les commissaires de la République qui, dans chaque région, joueront le rôle de super-préfets et qui seront investis de très larges pouvoirs sous la tutelle du délégué général en France du CFLN. Le 1er février 1944, une ordonnance regroupe toutes les forces de la résistance dans les forces françaises de l'intérieur, dites FFI, et le 15 mai 1944, une nouvelle ordonnance est créée pour l'emploi de la résistance dans les opérations militaires de la libération. Toutes ces forces de la résistance seront placées sous le commandement du général Koenig, qui en avril 1944 est nommé commandant en chef des forces militaires françaises en Grande-Bretagne et en juin chef suprême des FFI. Le général de Gaulle ne s'oppose pas à une insurrection nationale, mais elle doit se faire sous certaines conditions, obéir au gouvernement provisoire. Dans le cas de Paris, ce schéma doit être respecté. Le général va finir par ordonner l'insurrection, mais elle s'inscrit dans un cadre politique bien particulier. Elle doit en premier lieu empêcher les ultimes manœuvres de Vichy auxquelles De Gaulle soupçonne les Alliés de prêter une oreille attentive. Et dans un deuxième temps, elle s'inscrit dans une stratégie militaire qui doit dépendre du général Koenig, commandant en chef des FFI. Il faut déclencher l'insurrection au dernier moment, juste avant l'arrivée des Alliés, de façon à éviter trop de pertes, et ainsi donner une légitimité à un autre pouvoir. Car à Paris, il y a des gaullistes et des communistes. L'insurrection parisienne doit être ordonnée par De Gaulle lui-même, et elle doit être rapide et encadrée. Du 6 au 12 août 1944, Jacques Chaban-Delmas, le délégué militaire national, arrive à Londres où il s'entretient longuement avec le général Koenig et l'ensemble des responsables français et alliés. Chaban-Delmas souhaite une intervention rapide des Alliés sur Paris, mais Koenig s'oppose à toute insurrection prématurée et déclenchée sans son ordre. Au moment de repartir pour Paris, il explique qu'il va s'efforcer de faire patienter le COMAC, le comité militaire du CNR et les communistes. Le 12 août, Koenig demande à Alger, la ville où est implanté le gouvernement provisoire, de faire parvenir par radio des consignes claires à la population parisienne. De Gaulle établit un texte en 5 points, en faisant très attention à ses propos, car ces consignes ne doivent pas être comprises comme un ordre d'insurrection dans la capitale. Voici ces 5 points. 1. Ne pas accomplir de travaux matériels pour l'ennemi. Si l'ennemi veut les imposer, faire grève. 2. Si l'ennemi fléchit, se saisir du personnel qu'il emploie à n'importe quel titre dans l'usine. En faire des otages. 3. Surveiller les préparatifs de destruction de l'ennemi, préparer les équipes de protection, faire agir ces équipes à temps.
4. De toute façon, empêcher l'ennemi en retraite de retirer son personnel et son matériel. 5. Reprendre le travail immédiatement et en ordre dès que les forces alliées arriveront. Pour De Gaulle, il est encore trop tôt pour déclencher une insurrection et il est obsédé par la restauration de l'État. À partir du 15 août 1944, les événements se précipitent dans la capitale. La police parisienne se met en grève. De Gaulle reçoit des informations venant de Paris, mais elles sont très contradictoires. Les Alliés sont encore loin de Paris et ils ne sont pas prêts d'y mettre les pieds. Mais De Gaulle a un atout dans sa poche qu'il va lancer sur la table au bon moment, la 2e division blindée du général Leclerc. Depuis le 24 août 1943, la 2e division blindée est en cours de formation dans la forêt de Témara, près de Rabat. Elle est conçue par le général Leclerc, qui se bat aux côtés de Gaulle depuis le 25 juillet 1940. Pour De Gaulle, le général Leclerc est son atout, voire son bras droit, en qui il peut avoir entièrement confiance. Mais ce que le général Leclerc ignore, c'est que sa 2e DB va jouer un rôle politique pour la libération de Paris. Le 6 décembre 1943, le capitaine de Boissieu, l'un des adjoints de Leclerc, rencontre De Gaulle, et ce dernier l'informe que son unité est sur le point d'être choisie pour une mission d'importance nationale. Dites bien au général Leclerc qu'il se peut que j'ai besoin de lui pour une mission nationale essentielle, que dans ce cas, il ne devra obéir qu'à mes seules instructions. Comme l'ambiance avec les Alliés n'est pas bonne, tout peut arriver. De ceci, vous ne devez parler qu'au général Leclerc, qui doit conserver la chose secrète, même pour ses proches collaborateurs. Je dois voir le général Eisenhower le 24 décembre. Tout se décidera lors de cette conversation. À la différence de Roosevelt qui ne comprend rien aux affaires françaises et qui, de surcroît, n'aime pas la France, Eisenhower, lui, comprend nos problèmes politiques. Dites bien au général Leclerc de ne pas se tracasser. Si j'obtiens le transport d'une division, c'est la sienne qui ira en Grande-Bretagne. Les navires qui quittent l'Italie pour l'Angleterre font un détour par le Maroc, où les troupes de Leclerc seront embarquées. De Gaulle revoit Boissieu et répète que le général Leclerc, une fois en France, ne doit pas se laisser enfermer par le commandement allié dans des missions tactiques. Il faut qu'au moment voulu, il puisse se dégager pour une mission purement nationale et française, comme par exemple le rétablissement de l'autorité de l'État à Paris. De Gaulle donne ensuite au capitaine Boissieu une lettre secrète dactylographiée à remettre en main propre au général Leclerc. Il n'existe qu'un seul exemplaire de cette lettre et elle nomme le chef de la 2e DB gouverneur militaire de Paris par intérim. Le général Leclerc ne va pas se séparer de cette lettre qu'il conservera bien soigneusement sur lui. Le gouverneur de Paris, qui va devoir prendre la place du général Leclerc une fois Paris libéré, est le général Koenig. La 2e division blindée est constituée du régiment de marche du Tchad, commandé par le colonel Dio, du 501e régiment de chars de combat, commandé par le commandant Cantarel, du régiment de marche de Spahis marocain, commandé par le colonel Rémy, du 13e régiment du Génie, commandé par le colonel Gravier, et du 22e groupe anti-aérien. Avant de devenir la 2e DB, elle s'appelait Force L, puis entre mai et août 1943, elle prenait le nom de 2e DFL. En concevant sa division, le général Leclerc a dû se séparer de ces tirailleurs africains qui sont soit retournés à leur foyer, soit transférés dans d'autres unités DFFL, les forces françaises libres. Les tirailleurs africains sont remplacés par des volontaires européens qui arrivent en nombre en Afrique du Nord. Au sein de la 2e DB, on ne regarde pas la religion ou l'origine de la personne. Il y a des Espagnols, des Juifs nord-africains, des communistes ou de jeunes métropolitains qui fuient le STO, le service du travail obligatoire, imposé par Vichy en échange de la libération de prisonniers de guerre français qui sont dans les camps de prisonniers depuis 1940. La formation de la 2e DB s'agrandit encore, puisqu'elle compte dans ses rangs des régiments de l'ex-armée d'Afrique de Vichy, comme le 12e régiment de chasseurs d'Afrique, commandé par le colonel de Langlade, le 12e régiment cuirassé, commandé par le colonel Varabio, et le régiment blindé de fusiliers marins, commandé par le capitaine de frégate Magyar, que rejoindra en Angleterre Philippe de Gaulle, qui n'est autre que le fils du général de Gaulle. Revenons à Paris, où le soulèvement se prépare. On a toujours parlé des communistes et dit que c'est grâce à eux que Paris s'est soulevé. Mais la question que l'on peut se poser, c'est quel rôle ont-ils joué dans la libération de Paris ? Au sein du CFLN, il y a le PCF, qui devient un parti de gouvernement. En avril 1944, 2 de ses dirigeants, François Billoux et Francis Grenier, deviennent commissaires du CFLN, donc en fait ministres. La direction communiste est divisée en 3 centres de décision. En France, l'appareil politique clandestin du parti est dirigé par Jacques Duclos et Charles Tillon est à la tête des FTP. À Alger, c'est André Marty qui anime le groupe d'une quinzaine de députés communistes. Maurice Thorez est en lien direct avec Staline pour assurer une direction d'ensemble. Les liens entre les gaullistes et les communistes ne sont pas au beau fixe, mais ils s'efforcent de travailler ensemble pour libérer la France. À Paris, les responsables du parti se nomment Raymond Bossu et Jacques Duclos. Ce dernier restera planqué près de Paris pendant la majeure partie de la guerre.
Le 2 août 1944, l'insurrection à Paris est déjà dans la tête de bon nombre d'individus, comme l'écrit Jacques Duclos. Tous nos militants doivent comprendre l'impérieuse nécessité qu'il y a à agir très vite dans ce domaine pour faire échec au plan de ceux qui veulent en réalité empêcher l'insurrection nationale. Pour les communistes, cette insurrection est une motivation forte pour accélérer la défaite des armées allemandes, pour libérer le territoire et indirectement faciliter la tâche de l'armée rouge. En somme, ils veulent montrer que le peuple français n'est pas qu'un simple spectateur, mais un acteur de sa libération. L'insurrection peut offrir des gages politiques qui peuvent conduire le PCF au pouvoir, ce qui peut peser sur le gouvernement de la libération. Mais les communistes n'hésitent pas à faire cavalier seuls et tentent de déclencher l'insurrection partout où ils peuvent. Entre juin et juillet 1944, la stratégie communiste monte d'un cran et demande sans cesse des grèves et des manifestations, ce qui peut être un risque, surtout quand on connaît les méthodes de répression allemandes. Au mois d'août 1944, les Alliés parviennent à percer le front de Normandie et se rapprochent de la capitale. Le Parti communiste va ouvertement appeler à l'insurrection. Le 10 août 1944, les FTP parisiens lancent l'appel à l'insurrection et placent le reste de la résistance devant le fait accompli. Le 18 août, le PCF diffuse sa propre affiche qui appelle à l'insurrection et qui porte la signature de ses élus décédés. La grève de la police, déclenchée le 15 août, peut apparaître comme un contre-feu gaulliste car le PCF n'a pas le contrôle de la flamme patriotique. Dans la préparation de l'insurrection, un rôle revient aux milices patriotiques. Formées en janvier 1944 par le PCF, ces milices ont pour rôle, dans chaque quartier et dans chaque usine, d'encadrer et de soutenir la future insurrection nationale. L'activité communiste est très sensible dans la région parisienne, là où le PCF dispose de solides bastions populaires et où se situent les leviers du pouvoir politique. Au sein même de la capitale, les milices patriotiques ne rencontrent pas un grand succès. En juillet 1944, 1000 à 2000 volontaires seulement s'engagent au sein des rangs du communisme, tandis que les FTP, eux, rassemblent près de 4000 volontaires, mais qui sont très mal armés. Le 19 août 1944, une manifestation peu armée, qui est animée par les communistes, descend la rue Oberkampf vers la mairie située à la jonction des boulevards Voltaire et Ledru-Rollin et de la rue de la Roquette. Le maire et ses adjoints, qui ont été nommés par Vichy, abandonnent leur siège sans opposer de résistance. Quelques instants plus tard, les Allemands arrivent et les manifestants évacuent la mairie. Mais dès que les Allemands repartent, la mairie est de nouveau occupée par les manifestants. Le communiste Jean Madec, responsable de l'arrondissement pour le PCF, propose la nomination d'un nouveau maire, Francis Bonneric, un communiste, qui est aussitôt applaudi par la foule dès sa nomination. Le CLL, Comité local de libération, se proclame conseil municipal. Le PCF remporte un beau succès au sein de la capitale, car au terme de la libération, le PCF ou le Front National, qui est son satellite, contrôle 9 des 20 mairies d'arrondissement de Paris. Les mairies de la banlieue Est tombent aux mains des communistes. L'enjeu est encore plus important dans la banlieue Nord, où règne l'industrie. Pour les communistes, il faut effacer les traces de Jacques Doriot, ex-numéro 2 du PCF, qui a changé de camp en devenant fasciste et qui est devenu le maître de Saint-Denis. La mairie de Saint-Denis tombera le 21 août, alors que les Allemands n'ont pas encore évacué toutes leurs troupes. La foule demande la transformation du conseil municipal en comité local de libération qui sera dirigé par Auguste Gillot, qui n'est autre que l'ancien adversaire de Doriot à Saint-Denis et membre bien sûr du comité central du PCF. Face à la menace qui pèse sur Paris, les collaborationnistes comme la LVF, la Légion des volontaires français créée durant l'été 1941 pour combattre le bolchevisme, ainsi que les principaux dirigeants sont appelés par les Allemands à quitter la ville. Marcel Déat et Jacques Doriot demandent aux autorités allemandes de faire revenir la LVF et de mettre à sa disposition des armes lourdes pour défendre la ville contre les envahisseurs américains. Les Allemands vont une nouvelle fois refuser. Joseph Darnan, le chef de la milice devenu secrétaire d'État au maintien de l'ordre en janvier 1944, menace les fonctionnaires de l'État français contre toute tentative de rapprochement avec les forces de la résistance. La milice française, solidement implantée dans la région parisienne, est connue pour ses actes de terreur et d'intimidation. Le 14 août 1944, Fernand de Brinon tente d'intimider les Parisiens en lançant des appels de menaces à la radio. Les gaullistes et les communistes essaient de déclencher un soulèvement dans la population du Grand Paris. Si un mouvement d'une certaine ampleur se produisait, le calme serait rétabli en cas de besoin par des bombardements aériens. Les affiches des groupes collaborateurs sont placardées sur les murs et jouxtent celles de la résistance. Le 21 juillet 1944, un conseil de révision se tient à Paris et il y a encore des volontaires qui veulent se battre pour défendre la capitale. Le 3 août, le PPF se barricade au siège du parti, rue de Monceau. Ils sont bien décidés à organiser un nouveau Fort Chabrol. En vérité, les Allemands refusent de livrer des armes à ces volontaires français. Pourquoi ? Parce que, comme les Américains, ils ne veulent pas voir une guerre civile en France, car cela nuirait au mouvement de leurs troupes. À l'approche des Alliés, les Allemands imposent le départ vers l'Est de toutes ces personnes qui veulent défendre Paris.
C'est à cause de cet ordre que les collaborationnistes quittent la capitale avant le repli des troupes de la Wehrmacht. Le 15 août, Joseph Darnan donne le signal du départ et Fernand de Brinon fait de même le lendemain. Marcel Déat quitte la capitale pour se rendre dans l'est de la France. Le quartier général de la milice, installé dans le lycée Saint-Louis, est abandonné. Plus de 200 miliciens et leurs familles quittent Paris pour se rendre à Nancy. Les membres du PPF, suivis des francistes de Marcel Bucard, prennent également la route pour aller vers l'est. Il y a même une petite anecdote sur ce repli. Les doriotistes, pour récupérer des camions aux halles et pour faciliter leur repli, se sont fait passer pour des résistants. Les Allemands ont incité leurs alliés à partir de la capitale pour encore les utiliser à l'avenir. Pierre Laval essaiera lui aussi de créer une manœuvre pour que la Troisième République soit de retour afin de contrer De Gaulle. Il essaiera de prendre contact avec le chef de l'OSS installé à Berne, Allen Dulles, pour faire part d'un accord avec les Américains. Ce dernier lui dira que s'il libère Édouard Herriot, le président Roosevelt tiendra compte de ce fait. Pierre Laval fait donc installer Herriot à l'hôtel de ville de Paris où il sera président de la Chambre française. Mais voyant la combine, certains des collaborationnistes n'hésitent pas à demander à Berlin d'opposer son droit de veto sur cet accord. Berlin s'exécute et refuse de voir réapparaître les symboles parlementaires de la vieille Europe. Finalement, le 17 août, après avoir déjeuné à l'hôtel Matignon, Pierre Laval, Édouard Herriot et son épouse repartent de la capitale et prennent la route pour Nancy. Ce même jour, Hitler et Ribbentrop donnent l'ordre de déménager le gouvernement français à Belfort et s'il le faut, la force peut être employée. Les membres de l'État français rejettent l'ultimatum allemand et Pierre Laval refuse d'exercer les fonctions de chef du gouvernement, ce qu'il transmet aux Allemands. Je voulais accomplir jusqu'au bout et quels qu'en soient les risques, mon devoir de chef de gouvernement. Je dois m'incliner. Mais vous comprendrez que dans ces conditions, je cesse d'exercer mes fonctions. Finalement, à minuit, les ministres du régime de Vichy montent dans des voitures sous bonne escorte des SS et sont conduits à Belfort. Avant de partir, Pierre Laval signe une série de décrets. L'un d'eux maintient en poste 2 préfets de Paris, le préfet de la Seine et le préfet de police. Mais le préfet de police, depuis le 15 août, n'a plus le pouvoir sur les forces qu'il doit diriger. Ils vont demander au général von Choltitz, avec l'appui de Pierre Tétinger, d'épargner Paris. Mais il n'y a pas que Pierre Laval qui cherche des idées pour que le régime de Vichy reste au pouvoir après la libération de Paris. Un individu, qui n'est autre que le maréchal Philippe Pétain, propose dans une lettre des conditions auprès des Américains. Il formerait un nouveau gouvernement qui conviendrait aux Alliés. Il dénoncerait l'armistice. Il mettrait ses forces militaires à la disposition des Alliés. Il décréterait la mobilisation générale. Il remettrait son mandat à l'Assemblée nationale et proposerait de rencontrer le général Eisenhower. Cette lettre n'a jamais été remise entre les mains d'Eisenhower. Force est de constater que le pouvoir de Vichy s'effondre dès que les villes françaises sont libérées. Le pouvoir est ensuite confié aux autorités de la résistance. Durant les premières semaines d'août 1944, Vichy a une autre idée. Il faut organiser une passation de pouvoir entre le maréchal Pétain et le général de Gaulle, qui sera à la tête du régime de Vichy. C'est dans ce contexte que Vichy écrit plusieurs textes, comme celui-ci, le 14 août. Étant empêché par la contrainte du gouvernement allemand d'exercer la fonction de chef de l'État, cette fonction sera assurée par le général de Gaulle, chargé de défendre les intérêts de la France. Il devra rendre compte de cette mission devant les assemblées élues suivant les modalités de la Constitution élaborée par mes soins selon le mandat que m'a donné l'Assemblée nationale le 10 juillet 1940. En somme, De Gaulle devrait devenir une sorte de lieutenant général du royaume sous l'autorité du maréchal Pétain qui restait chef de l'État. Les lettres ne seront transmises que le 28 août à De Gaulle, mais pour lui, cet État n'existe pas, et il n'existe pas depuis le 10 juillet 1940, date de sa création. Toutes ces tentatives s'achèvent brutalement car les Allemands sont au courant. Le 19 août 1944, à Vichy, le général von Neubrunn, officier de la Wehrmacht, informe le maréchal Pétain qu'il a ordre de le conduire à Belfort et que s'il le faut, il utilisera la force. Le lendemain, un détachement allemand conduit Pétain à Belfort, puis à Sigmaringen où il retrouve Pierre Laval. Les deux hommes sentent désormais qu'ils sont prisonniers des Allemands. À Paris, Pierre Tétinger, le président du conseil municipal de Paris, souhaite qu'il n'y ait pas de représailles aveugles sur la population. Le général von Choltitz accepte de renoncer aux représailles à condition que la résistance n'attaque pas ses principaux points fortifiés dans Paris, c'est-à-dire les grands PC des hôtels Meurice et Majestic, de l'avenue Foch et de la place de l'Opéra, du Sénat et de la caserne de la République. Les préfets se retrouvent pour une réunion le 18 août à l'hôtel de ville pour prendre des décisions sur les événements. Mais tous suivent l'avis du préfet Bouffet, c'est-à-dire laisser les événements se dérouler et interpréter les consignes de Laval au second degré. Le nouveau gouvernement naîtra tout seul entre les pavés de Paris. Dans ce Paris qui se soulève, il y a la question des prisonniers. Qu'est-ce que les Allemands vont faire d'eux ?
Ceux qui restaient au camp de Drancy sont déportés le 17 août 1944 en direction de Buchenwald. Les consuls Nordling de Suède et Naville de Suisse tentent de négocier avec von Choltitz la libération des prisonniers politiques qui sont théoriquement sous contrôle français. Le 17 août, von Choltitz accepte d'appliquer un ordre signé par Laval pour libérer 1100 prisonniers qui sont détenus dans les prisons parisiennes et qui sont sous contrôle de Vichy. Lorsque l'insurrection éclate, il n'y a plus aucun résistant emprisonné dans les prisons françaises de Paris. Le consul Nordling va également parler à von Choltitz de l'évacuation des prisons et camps allemands de banlieue à Paris. Malheureusement, dans le mémoire de Nordling et von Choltitz, la présentation de cet événement est différente. D'après von Choltitz, il n'aurait accepté de remettre les prisonniers à Nordling et à la Croix-Rouge à condition de recevoir l'accord du MBF, qui est le Militar Befehlshaber in Frankreich, et en échange, il aurait souhaité la libération des prisonniers allemands tombés entre les mains de la résistance. Von Choltitz obtient finalement l'accord du MBF et le major transmet l'ordre de libération qui le remet à Nordling. Ce dernier, avec l'ordre dans la poche, va faire le tour des prisons. À Fresnes, le directeur allemand de la prison n'accepte de lui donner que les malades, mais grâce à un appel de von Choltitz, il libère tout le monde. À Romainville et à Compiègne, les SS ne souhaitent pas libérer les prisonniers. Au total, on estime qu'à peu près 3400 prisonniers ont pu être libérés. 1 millier par la décision de Pierre Laval et 2400 par les interventions de Nordling et Naville. Pour contrôler les débordements des communistes lors de l'insurrection de Paris, le gouvernement provisoire de la République française nomme 2 nouveaux préfets qui doivent remplacer ceux de Vichy. Charles Luizet est le nouveau préfet de police et Marcel Flouret est nommé préfet de la Seine. Les 2 commissaires communistes du GPRF, Fernand Grenier et François Billoux, déclenchent une campagne contre la nomination de Marcel Flouret. Le comité parisien de libération, présidé par le communiste André Tollet, propose la nomination du communiste Georges Maran. Les communistes, contrôlant le comité parisien de la libération et les FFI de la région parisienne, estiment que le poste de préfet de la Seine doit revenir à l'un des leurs et qu'il doit être nommé par le CPL. Mais De Gaulle ne cède pas. Ce sera bien Marcel Flouret qui sera le nouveau préfet de la Seine. La délégation générale du GRPF prépare la nomination des secrétaires généraux des ministères. Dans l'attente de l'arrivée des ministres du GPRF, les secrétaires doivent prendre le contrôle et assurer la remise en marche des ministères durant l'insurrection. La délégation nomme 22 résistants. Le communiste Marcel Villard est nommé à la justice et le professeur Henri Vallon est nommé à l'éducation nationale. Les postes clés seront refusés au Parti communiste. Dans ce gouvernement provisoire sont nommés Émile Lafont à l'intérieur, le général Fortin à la défense nationale, Paul-Henri Tedgen à l'information, Paul Bastide aux affaires étrangères, Emmanuel Monique aux finances, Robert Lacoste à la production industrielle, François Mitterrand aux prisonniers et le pasteur Valéry Radeau à la santé. En revanche, le secteur non gouvernemental, par exemple la représentation de la population parisienne ou l'administration des collectivités locales, peut être délégué au comité parisien de la libération. En somme, la bataille de Paris fut l'objet avant toute chose d'une bataille politique entre les communistes et les gaullistes. À la veille du déclenchement de l'insurrection de Paris, les FFI comptent parmi leurs rangs plus de 28 700 volontaires. Les FTP communistes, eux, sont 4000 volontaires. Le 18 août 1944, Rol-Tanguy placarde des affiches pour recruter des volontaires. Tous les Français et Françaises valides doivent se considérer comme mobilisés. Ils doivent rejoindre immédiatement les formations FFI ou les milices patriotiques de leur quartier ou de leur usine. Mais le PCF rencontre un cuisant échec face à ces affiches de sensibilisation. Chaban-Delmas, le délégué militaire national, exprime son soulagement en télégraphiant à l'état-major du général Koenig. Je ne crois pas à un danger FTP. Ceux-ci savent qu'ils ne constituent pas toutes les forces FFI ou de la résistance. Peut-être, mais les communistes ont réussi à prendre les principaux postes de commandement, comme Henri Rol-Tanguy, qui a pris la tête des FTP parisiens depuis sa création en 1942. À la fin de 1943, au moment où il adopte le surnom Roll, il représente les FTP au sein de l'état-major des FFI de la région parisienne. En juin 1944, grâce à l'intervention du communiste Pierre Villon, il est nommé responsable des FFI pour la région parisienne suite à l'arrestation du commandant Lafaucheux. Outrepassant ses fonctions, il prend le commandement des FFI d'Île-de-France. Les chiffres de la résistance grossissent, mais les recrues sont très mal armées. Selon le commandant Dufresne, de son vrai nom Raymond Massier, chef d'état-major des FFI de la Seine, qui évoque que les FFI ne disposent que de 4 mitrailleuses, 28 fusils mitrailleurs, 83 mitraillettes, 562 fusils et 825 revolvers. En somme, on peut armer 1000 voire 2000 d'entre eux. Si la police, qui a un effectif de 21 000 hommes, les rejoint, ils auront un petit avantage, car ils sont mieux armés que les hommes de la résistance. Mais la Wehrmacht reste toujours en position de force et si elle veut, elle peut mener l'insurrection au désastre.
La stratégie que va employer la résistance à Paris est simple et elle va s'inspirer de la bataille de Stalingrad, ainsi que des insurrections urbaines qui ont déjà eu lieu dans l'histoire. Des petits groupes déterminés et armés de moyens rudimentaires, comme des cocktails Molotov, peuvent immobiliser les blindés ou les troupes. Il faut organiser un système de barricades, qu'elles soient bien coordonnées entre elles, et utiliser les étages supérieurs des immeubles avoisinants pour combattre l'ennemi qui est en contrebas. Et cette solution est adoptée car investir un immeuble qui est bien défendu, c'est une chose faisable mais au risque de lourdes pertes. Dans un premier temps, la résistance ne souhaite pas affronter la Wehrmacht frontalement, mais pense plutôt aux actions de harcèlement pour récupérer les armes qui lui appartiennent. Depuis le début de l'été 1944, les patrons de la police parisienne s'attendent à une insurrection communiste. Un rapport secret du commissaire Roté, le directeur des renseignements généraux, transmet au préfet Bussière sa crainte, mais en exagérant sur l'armement de la résistance. Jusqu'ici, la présence dans la capitale de troupes d'occupation et de forces de police relativement importantes a incité les communistes à une certaine prudence. Mais ils sont résolus à déclencher un mouvement insurrectionnel de grande envergure. En cas de départ des troupes allemandes, ou si, à l'arrivée des forces anglo-américaines, des mesures militaires n'étaient pas prises immédiatement. Chez eux, l'opinion généralement répandue est que les Alliés utiliseront à leur arrivée les cadres administratifs existants. Il convient donc pour le Parti communiste de mettre à temps ces hommes en place. Les dirigeants communistes pensent que la population restera passive et regardera même, pour une bonne part, le mouvement avec sympathie, ne le voyant que sous l'aspect patriotique dont ils entendent le camoufler. Ils comptent également sur l'effet de la propagande acharnée qu'ils mènent en vue de jeter le trouble dans l'esprit des fonctionnaires de police et ils espèrent que les forces du maintien de l'ordre, trompées par le caractère patriotique donné à leur action, interviendront sans énergie et sans cohésion. Il faut alors s'attendre à voir les groupes terroristes, dont beaucoup sont puissamment armés, tenter de s'emparer et d'occuper les ministères, préfectures, services publics, gares, commissariats et postes de police, mairies, etc. En revanche, dans les rangs de la police, il y a également des résistants qui vont participer à l'insurrection. 3 groupes de résistance sont créés au sein de la police. Honneur de la police, le Front National de la Police et Police et Patrie. Honneur de la Police est dirigé par le sous-préfet Yves Bayet, qui est rattaché au Mouvement de Libération Nationale, dit MLN. Ce groupe encadre 1500 policiers parisiens et il est l'auteur d'un coup de main contre un dépôt allemand le 12 juillet 1944, ce qui permet de récupérer 3 fusils mitrailleurs, 32 mitraillettes, 75 pistolets et une centaine de fusils. Le Front National de la Police est créé par Arthur Hérault, un syndicaliste communiste CGT Police avant la guerre. Comme il a été arrêté, il sera remplacé par Serge Lefranc et Clément Roicourt et à l'été 1944, il regroupe 1 millier d'hommes. Police Patrie est rattaché au mouvement de Libération Nord, solidement implanté dans la région parisienne. Il est créé par le brigadier Cambolet et a 200 hommes dans son groupe. Mais ce groupe, bien qu'il soit petit, a réussi à saboter le système d'alerte générale de la préfecture de police. Au total, il y a environ 2700 policiers qui sont résistants. Maintenant, revenons sur les préparations de l'insurrection de Paris, qui est très importante. Le 7 août 1944, Rolf Tanguy adresse une note au chef des FFI de la région parisienne qui fait le point sur la situation militaire et politique. Rolf Tanguy affirme que la Wehrmacht est au bord de la rupture en Normandie et qu'elle n'est pas déterminée à mener une résistance dans Paris. Les événements du 14 juillet, la fête nationale, révèlent que la population est déterminée et que la police est incertaine. Pour Rolf Tanguy, la situation parisienne montre que Paris est prête à déclencher son insurrection. Et pourtant, un mois auparavant, Chaban-Delmas a appris de mauvaises nouvelles du général Koenig. Les Alliés comptent contourner Paris et espèrent que la ville tombera d'elle-même suite à l'encerclement. Donc, provoquer une insurrection serait beaucoup trop risqué. Le 10 août 1944, les FTP de la région parisienne, sans prévenir les instances de la résistance, placardent l'appel à l'insurrection, en avant pour la bataille de Paris. Le texte n'appelle pas seulement les Parisiens à rejoindre les barricades, mais donne une série d'instructions militaires comme couper les voies de communication, détruire les états-majors allemands, liquider les petits groupes d'ennemis, bloquer et attaquer les dépôts d'armes, distribuer les armes saisies aux insurgés. La proclamation se termine par « Aux armes pour jeter Paris tout entier, encore une fois, sur la route de la liberté comme aux heures les plus grandes de l'épopée française ». La population, en lisant l'affiche, fait allusion au GPRF, mais le général Koenig, chef suprême des FFI, qui comprend les FTP, n'est au courant de rien. Le même jour, les premières grèves se déclenchent à l'appel de l'Union départementale de la CGT.
Au dépôt de Villeneuve-Saint-Georges, un millier de cheminots cessent le travail et placent leur mouvement sur le plan patriotique, avec comme slogan « Mort aux Boches et aux traîtres! Les Alliés doivent entrer dans un Paris libéré !» Des affrontements ont lieu avec les Allemands, mais dans les communes avoisinantes, comme à Vitry et à Ivry, la population soutient les grévistes. Dès le 15 août, 60% des cheminots de la région parisienne sont en grève et d'autres vont suivre le mouvement. Le 16 août, ce sont les employés de métro qui stoppent le travail et certains commissariats sont fermés. Le 17 août, 1500 fonctionnaires manifestent place de l'Hôtel de Ville et la grève s'étend encore. Maintenant, ce sont les gaziers électriciens, les postiers, les métallurgistes, les traminots, les conducteurs de bus, les infirmiers et les employés des pompes funèbres qui entrent en grève. Les boutiques ferment tour à tour leurs portes, tout comme les théâtres. Ces grèves ont un énorme impact sur la vie quotidienne des Parisiens. Le courant électrique ne fonctionnera que le soir et le 18 août, toutes les gares sont fermées et le trafic ferroviaire est totalement interrompu. Le seul service public qui fonctionne encore est le téléphone, mais il faut dire qu'il est contrôlé par les Allemands. Le même jour du 18 août, la CGT et la CFTC appellent à la grève générale. Le CNR soutient à son tour l'appel à la grève. Paris est complètement paralysé. Mais la police va également se joindre à la grève. Le Front National de la Police proteste contre le fait que les policiers vont être désarmés par les Allemands. Les chefs de la résistance souhaitent que les policiers se joignent à eux. Roltanguy adresse un appel aux policiers parisiens. Je vous ordonne de faire grève et de vous ranger aux côtés des FFI. Vous ne devez plus désormais participer à des arrestations, des perquisitions, des barrages ou des contrôles d'identité. Vous aiderez les FFI à abattre tous ceux qui continueraient à servir l'ennemi. Les policiers qui n'obéiraient pas au présent ordre de grève seront considérés comme des traîtres et des collaborateurs. En somme, Roltanguy leur demande de ne pas se laisser désarmer par les Allemands pour les utiliser contre eux. La situation est inédite car, depuis 1940, la police est l'instrument de Vichy qui est de surcroît contrôlé par les Allemands. Elle a participé aux rafles de 1942 et jusqu'au bout, elle a participé aux déportations de Juifs vers la Pologne. La résistance compte bien expliquer ce revirement de la police à la population car plus d'un souhaite une justice à leur égard. La situation échappe de plus en plus à Vichy qui demande un appel au calme. Les Allemands vont neutraliser les commissariats de Saint-Denis et d'Asnières. Le préfet de police Bussière rencontre le commandeur Neiffen qui contrôle la sûreté de la rue des Saussaires et qui reconnaît l'erreur de désarmer la police. En réalité, c'est la gendarmerie et la garde mobile qui doivent être désarmées. Confiant de cette décision, le préfet de police Bussière informe Hennequin, le directeur général de la police municipale, de cette décision. Hennequin va afficher une note. Par suite d'une mauvaise interprétation de certains services allemands locaux, 2 postes de police de banlieue ont été ce matin neutralisés par des détachements allemands. Les renseignements que je viens de recueillir auprès des autorités allemandes responsables me permettent de vous donner l'assurance la plus formelle qu'aucun gardien de la paix ne sera ni désarmé, ni l'objet d'une mesure coercitive quelconque. Les mesures prises contre les 2 postes de police dont il s'agit vont être levées incessamment. Gradés et gardiens de la paix, mes amis, encore une fois, je vous demande de ne pas écouter les appels qui peuvent vous être adressés en vue de vous inciter à manquer à vos devoirs. Aucune défaillance ne sera tolérée. Je compte sur vous. Mais en vain, le comité de libération de la police parisienne rend publique une proclamation au peuple de Paris et sa banlieue. Nous savons la méfiance du peuple de Paris à l'égard de la police parisienne. Nous, policiers patriotes, avons beaucoup souffert de cette situation. La preuve est faite que le peuple de Paris n'a rien à redouter de sa police, qui se trouve aujourd'hui à l'avant-garde du combat pour la libération. La seule voie de salut, c'est l'action. La grève générale déclenchée dans la police parisienne continuera jusqu'à la libération de notre capitale. Le 15 août 1944, le préfet de police Bussière est convoqué par le général von Choltitz qui est très inquiet de cette menace et veut prendre des mesures vigoureuses. Le préfet tente de le rassurer en minimisant ce qu'il se passe. En sortant de chez le général von Choltitz, Bussière renvoie Hennequin pour le remplacer par Godard de Dainville, connu pour sa fermeté. Mais rien n'apaise les rangs de la police. Le préfet décide de faire sa tournée des commissariats de police. Mais dès son départ, des résistants prennent la parole pour continuer la grève. Le 16 août, le préfet souhaite mobiliser les équipes nationales des groupes de jeunes volontaires de la défense passive pour les prévenir des effets des bombardements. Ces derniers décident de rentrer dans les rangs de la résistance avec 12 fusils mitrailleurs, 50 mitraillettes et 20 fusils. Tous les efforts du préfet sont vains. La grève dans les rangs de la police est quasi générale. Le 17 août, suite au départ du gouvernement Laval, l'insurrection est possible. Charles Luizet, nommé par De Gaulle préfet de police, arrive de Corse.
s'installe à l'hôtel de la Monnaie et donne des ordres pour l'occupation des ministères et des bâtiments publics. Le 19 août 1944, au matin, Brussière, l'ancien préfet de police, est arrêté par la résistance à son domicile du boulevard Saint-Germain. Mais un autre événement se produit. Les chefs de la résistance policière décident d'investir la préfecture de police. 2000 à 5000 policiers sont présents en civil sur le parvis de Notre-Dame et sont face à la préfecture. Les grévistes prennent le bâtiment sans difficulté et les gendarmes et les gardes mobiles se trouvant à l'intérieur se joignent à leurs collègues policiers. Plusieurs milliers de policiers se barricadent dans la préfecture où ils sont rejoints par Luizet et Rol-Tanguy qui demandent que tous mettent le brassard des FFI. Le drapeau tricolore est tissé sur le toit, montrant que la préfecture est désormais du côté de l'insurrection. À l'intérieur du bâtiment, on place des sacs de sable, on place les hommes armés aux fenêtres, mais aucun Allemand n'est visible dans la rue. Edgar Pisani, un jeune militant du noyautage des administrations publiques, est aux côtés du préfet Luizet quand il lui annonce qu'il sera responsable du téléphone. Le général Harry, qui commande l'ensemble des forces civiles et militaires dans Paris, faisant semblant d'être encore fidèle à Vichy, se range sous les ordres de Parodi et de Rol-Tanguy. À 13h05, la préfecture diffuse un avis à la population. La libération de Paris est en cours. Les FFI ont inauguré les opérations. La population civile les gêne et court des risques graves. Ordre est donné à toutes les personnes qu'aucune mission ne retient au dehors de rejoindre leur foyer sur l'heure. Signé, le nouveau préfet de police. Le général Harry, comme la plupart des commandants des forces de police, de gendarmerie et de légion de la garde, se place sous les ordres de la délégation générale et du nouveau préfet Luizet, mais par l'entremise de Lisée, l'adjoint de Rol-Tanguy. Les pompiers apportent leur soutien car à Paris, il s'agit d'un corps militarisé et expérimenté. Ils disposent d'un matériel lourd et connaissent la capitale comme leur poche. Les forces de l'ordre ont basculé du côté de la résistance, mais à la déception des communistes, elles basculent du côté des représentants du pouvoir gaulliste à Paris. Sur le plan militaire, l'occupation de la préfecture de police est un risque, car seuls 500 des policiers sont armés et les Allemands, s'ils mettent une contre-offensive, pourront très vite reprendre les lieux. Rol-Tanguy, lui, souhaite disperser les troupes pour former un petit Vercors dans Paris, mais il se soumet au plan proposé. Ordre est ensuite donné d'évacuer la préfecture de police, mais le CPL et les policiers refusent et n'ont pas l'intention d'évacuer le bâtiment. Pour eux, la préfecture est devenue un symbole qu'il ne faut en aucun cas lâcher aux mains des Allemands. L'insurrection ne s'arrête pas à la préfecture de police, qui va donner l'avantage aux résistants. Détaillons donc ce qui s'est passé jour après jour dans la capitale. Le 17 août 1944, la grève en cours donne le signal de l'insurrection. Les communistes plaident pour déclencher l'insurrection, mais le colonel Elie, représentant du général Koenig, est plutôt réticent à l'idée de déclencher l'insurrection. En effet, dans toutes les têtes, on pense à ce qui s'est passé suite à l'insurrection de Varsovie, et surtout on pense aux représailles allemandes qui peuvent être terribles. Le Comac télégraphie un message destiné au général Koenig pour faire parachuter de toute urgence des armes pour la région R1. Mais Chaban-Delmas, qui revient tout juste de Londres, fait lecture des ordres de Koenig. Il faut éviter une insurrection prématurée. Il ne faut pas espérer de livraison d'armes dans la capitale et il faut attendre l'action des forces alliées. Le général Parodi tente de freiner le mouvement, mais les communistes et les résistants de l'intérieur veulent passer à l'action. Le président du CPL, le communiste Tollet, demande que la grève qui est en cours soit transformée en insurrection. Toute la journée, le colonel Lisée, adjoint de Rol-Tanguy, mais qui n'est pas communiste, rassemble les membres de son état-major pour planifier pour le lendemain l'occupation des bâtiments publics, des locaux industriels, des administrations, des usines électriques, des banques, des centraux téléphoniques et de tous les lieux stratégiques de la capitale et de sa banlieue. Rol-Tanguy a formé autour de lui un état-major où les communistes sont rares. Le colonel Lisée va le seconder dans le département de la Seine. Son chef d'état-major est Roger Cocteau, dit Gallois, qui est un capitaine de réserve, et il est assisté du lieutenant-colonel d'active Villat, dit Retal. Le deuxième bureau est dirigé par le lieutenant de réserve Kergal, dit l'Arc-Ouest. Au troisième bureau, c'est un autre officier d'active qui dirige, le lieutenant-colonel d'artillerie Avia, dit Canon. Le chef du quatrième bureau est Porno, dit Le Parc, un ingénieur mécanicien auxiliaire de la marine. Rol-Tanguy installe dans un premier temps son PC rue de Meaux, dans le 19e arrondissement, mais il s'aperçoit que son PC est beaucoup trop loin du centre, où ont lieu les combats. Il déménage donc dans un abri souterrain construit en 1930 qui se trouve sous la place d'Enfer Rochereau, au sud de Paris. L'endroit est discret et facile à défendre, mais il communique surtout avec le labyrinthe souterrain des égouts et des catacombes. Il est relié au réseau téléphonique des égouts qui échappe au contrôle des centraux téléphoniques, sauf celui de la rue Grenelle qui est aux mains des Allemands. Les FFI ne disposant pas de radio pour communiquer entre eux, des estafettes sont envoyées dans Paris pour transmettre les ordres. Rol-Tanguy demande aux hommes de privilégier la mobilité, le harcèlement et la dispersion dès que l'ennemi est en force. Le commandant sait que la plupart de ces hommes n'ont pas l'expérience du combat. Il n'hésite pas à entrer dans le détail technique et les instruit. Une attention toute particulière est donnée à la neutralisation des blindés allemands. Il convient d'emmêler les chenilles dans des chaînes, et il serait intéressant de placer en avant des barricades, des fourneaux chargés d'explosifs,
formant des mines antichars. Même attention concernant la fabrication des mines antichars artisanales. On prend une charge de 3 kg d'explosifs, on les met dans un trou de 30 cm de profondeur et on les recouvre de 20 cm de terre. L'amorçage se fait par mèche lente, en tenant compte qu'elle brûle à raison de 1 mètre en 90 secondes. Il est nécessaire de dissimuler à l'ennemi le cordon conducteur. Le 18 août 1944 au matin, l'insurrection se réveille dans la capitale. Les CPL se réunissent à Vanves et Rol-Tanguy et Tholey sont présents et souhaitent l'insurrection de Paris, contrairement à Hamon qui refuse. Un dialogue s'engage entre les deux hommes. Avec quelles armes ? Nous en avons 600. On ne déclenche pas une insurrection à Paris avec 600 armes. Dans les rues parisiennes, on peut lire des affiches préparées pendant la nuit par le CPL. La population peut y lire. L'heure de l'insurrection nationale a sonné. Paris, libéré par les Parisiens eux-mêmes, accueillera les Alliés. Vive les Alliés, Anglais, Américains et Russes. Vive le gouvernement provisoire de la République française et son président, le général de Gaulle. Vive la République, vive la France. En même temps, Rol-Tanguy prépare un ordre de mobilisation générale signé de sa main. Toutes les Françaises et tous les Français valides, de 18 à 50 ans, pour qu'ils s'organisent dans chaque entreprise ou quartier, en unité de combat arrachent les armes aux Allemands et utilisent tous les moyens de fortune pour nuire à l'ennemi. Armes blanches, crève-pneus, abattis d'arbres, etc. Une troisième affiche est placardée par le PCF, qui appelle lui aussi à l'insurrection. Il y a même un tract qui précise comment saboter un char allemand. D'autres affiches sont placardées. La CGT et la CFTC appellent à la grève générale. Le Parti communiste, lui, appelle à se battre. Le général Parodi installe son PC dans la rue de Ségur et demande au préfet Luizet d'éviter les évictions dans la résistance, c'est-à-dire d'éviter des manœuvres parlementaires, comme a fait Laval. Chaban-Delmas, lui, télégraphie au général Koenig la tournure des événements et demande une intervention rapide des forces alliées dans la capitale pour éviter un nouveau Varsovie. À Paris, toutes conditions préparatoires à insurrection réalisées. Des incidents locaux, soit fortuits, soit provoqués par ennemis ou même par groupements résistance impatients, suffiraient à entraîner troubles les plus graves, avec représailles sanglantes pour lesquelles Allemands semblent avoir pris décision et réuni moyens. Disparition police par grève ne peut que faciliter déclenchement insurrection. En conséquence, si situation militaire le permet, nécessaire vous interveniez auprès des Alliés pour demander occupation rapide Paris. Le GPRF d'Alger tente à son tour de faire connaître les événements aux Français et aux Parisiens. Ils réussissent à obtenir des avions de la RAF pour lâcher en France le journal Tous les fronts, où l'on peut lire. Les autorités françaises d'Alger communiquent à la population française les instructions suivantes. Fonctionnaires, prenez vos ordres des autorités investies de la confiance de la résistance et qui sont les représentants du gouvernement provisoire de la République française. Des instructions spéciales seront données pour Paris et la banlieue parisienne. Rejoignez les FFI, suivez les conseils de leur chef. Le soulèvement national sera le prélude de la libération. L'insurrection aurait commencé le 17 août au soir vers 21h, au boulevard Bonne Nouvelle. Des civils prennent une voiture allemande pour cible. Une patrouille allemande motorisée riposte tout de suite, en mitraillant la foule au hasard. Un café est incendié. Cette attaque a causé la mort d'une personne et 2 blessés. Dans la banlieue est, les mairies de Montreuil, des Lilas et de Bondy sont désormais occupées par les FFI. 19 août 1944, aux premières lueurs du jour, les Parisiens se réveillent au cœur du début de l'insurrection qui va entrer dans l'histoire. La préfecture de police est investie par des policiers résistants. Les premières mairies du 1er, 13e et 19e arrondissement sont occupées par les CLL qui deviennent les nouveaux conseillers municipaux. Les premiers accrochages entre FFI et forces allemandes ont lieu dans la banlieue de Saint-Denis, à Neuilly, à Vitry et Aubervilliers. Aux alentours de 11h, une réunion se tient dans un appartement de la rue de Bellechasse, qui compte les membres du CNR et du CPL autour de Parodi, de Chaban-Delmas et de Luizet. Le délégué général Parodi décide de se rallier à l'insurrection, même si elle ne correspond pas au plan de De Gaulle. Mais pour rétablir l'autorité de l'État, de surcroît sous l'autorité de De Gaulle, il n'a pas le choix que de se plier. Au terme de cette réunion, le CNR et le CPL publient de nouveaux appels à l'insurrection. Voici l'heure que nous attendions depuis 4 ans. Il est à la portée de notre main de reprendre notre destin d'homme libre, de retrouver l'honneur et la fierté. Le moment est venu de l'insurrection nationale, selon les directives du général de Gaulle. Le gouvernement légitime est le gouvernement provisoire de la République, présidé par le général de Gaulle.
La fiche du CPL lui est presque identique, à part qu'elle demande aux Parisiens de saisir les traîtres, les miliciens, et de proclamer la République à l'hôtel de ville. La décision de Parodi de rejoindre l'insurrection fait débat au sein de ses rangs. Dans l'après-midi, la délégation générale tient une réunion dans l'appartement de la secrétaire de Parodi. Chaban-Delmas s'oppose à lui et lui rappelle les ordres de Londres de ne pas déclencher l'insurrection maintenant. Parodi lui fait savoir que la décision est prise et qu'il ne peut plus faire marche arrière. Les Parisiens découvrent les premières patrouilles de résistants portant les brassards FFI. Des tirs retentissent partout dans Paris, surtout au niveau des bâtiments investis par la résistance et des points fortifiés allemands. Face à ces attaques, le général von Choltitz publie un ordre général numéro 1. Les commandants de groupements tactiques devront, dans leur secteur, agir sans hésitation et liquider les points de résistance importants. Il faut dresser les troupes à éviter de tirer à tort et à travers sans nécessité. Il faut réaliser le calme et l'ordre par tous les moyens. Le général von Choltitz donne l'ordre également de surveiller étroitement les dépôts de vivres, sinon ils ne pourront pas résister longtemps. Dans la préfecture de police, un siège s'organise et régulièrement, des coups de feu sont échangés avec les patrouilles allemandes qui s'aventurent quai Saint-Michel ou sur le parvis de Notre-Dame. Mais dans l'après-midi, stupeur au sein de la préfecture. Des chars allemands arrivent et tirent sur le bâtiment plusieurs obus de 88 qui font très peu de dégâts. Tout à coup, ils se retirent, certainement par crainte d'être pris pour cible par les petits groupes mobiles de FFI qui les harcèlent avec les cocktails Molotov et d'autres engins explosifs improvisés. Monseigneur Brault, l'archiprêtre de Notre-Dame, témoigne précisément sur ces événements. Vers midi, la place se vide. Des hommes armés, qui d'un revolver, qui d'un fusil, se tenaient près du pont au double et près du petit pont. À 13h30, une fusillade éclata. Un camion rempli de soldats allemands passait sur le quai Saint-Michel. Aux coups isolés des FFI placés en sentinelle, succédèrent les rafales de mitrailleuses installées aux fenêtres de la préfecture. Un coup de sifflet strident, et ce fut le silence. Des infirmiers, des infirmières et des abbés professeurs à la maîtrise traversèrent la place, portant des brancards, protégés par le drapeau à la croix de Genève. Ils revinrent bientôt transportant de nombreux Allemands tués ou blessés. 3 ou 4 fois, un tank allemand s'avança, quai de Montebello, jusqu'au pont au double et tira sur la préfecture. Un moment même, il traversa le pont et vint sur le parvis. Nous voyions les obus frapper les murs du monument, sans pourtant lui causer de dommages importants. Mais ce tank avait fort à faire, car, dans les quartiers environnants, la fusillade n'arrêtait pas. Il se retirait donc et revenait, tel un gros père fouettard, se précipitant pour gronder très fort et ne sachant où donner de la tête. Tout au long de la journée, les escarmouches se multiplient entre FFI et Allemands, surtout autour des points fortifiés allemands, comme à la chambre de députés ou à l'école militaire. Rue Saint-Jacques, par exemple, une patrouille allemande tombe dans un guet-apens et comptabilise au sein de ses rangs 20 morts. Le général von Choltitz devient de plus en plus en colère et certains commencent à lui parler de trêve. Mais en attendant, les Allemands envoient des patrouilles motorisées qui tirent au hasard dans les quartiers concernés. Le but est de terroriser la population et non de liquider les FFI. La Concorde, les Invalides et le Faubourg Saint-Germain deviennent de plus en plus dangereux, surtout à cause des patrouilles allemandes qui tirent au hasard. La résistance contrôle désormais plusieurs endroits clés, comme les Halles, la poste centrale de la rue du Louvre, l'usine à gaz de la Villette, le ministère de l'Agriculture, le central téléphonique de la rue Grenelle, l'hôpital Laennec. Au soir du 19 août, le drapeau tricolore flotte sur la préfecture de police et sur le Grand Palais. Progressivement, il apparaît flottant dans les airs sur les mairies d'arrondissement. Plus tôt, nous parlions de la trêve avec le général von Choltitz. Du côté de la résistance, on y a pensé, car les munitions s'épuisent de plus en plus et personne ne peut venir en renfort. En somme, la résistance comprend qu'elle ne peut pas tenir longtemps, et en plus, elle apprend que les mairies de Neuilly et des 1er et 20e arrondissements sont de nouveau sous le joug allemand. C'est là que Parodi donne l'ordre d'évacuer la préfecture de police, mais sans compter sur le comité de libération de la police, qui refuse d'évacuer les lieux. Et pourtant, la chance va sourire au délégué général, car Parodi reçoit la visite d'une personne qui prétend être de l'intelligence service et qui demande à utiliser les moyens radio de la délégation pour prévenir les alliés. Parodi accepte, mais il ne reverra jamais ce curieux personnage. Une seconde alternative est proposée par le biais du consul de Suède Raoul Nordling, qui propose une solution. Nordling est le consul qui jouera un grand rôle durant les jours du 9 au 25 août 1944 à Paris. Il tente de sauver les prisonniers qui sont encore à Paris et de surcroît, lors de ses entretiens avec le général von Choltitz, il essaye de le dissuader de détruire Paris, car ordre en avait été donné par Hitler en personne. Grâce à sa diplomatie, Nordling réussit à convaincre la résistance d'établir un cessez-le-feu autour de la préfecture de police entre 20h55 et 21h50 pour évacuer les morts et les blessés.
Un responsable de la préfecture de police appelle le général von Choltitz, qui accepte le cessez-le-feu proposé. Dans la soirée, Léo Hamon, le vice-président du CPL, propose au consul de Suède d'élargir la trêve à l'ensemble des édifices occupés et de la prolonger jusqu'à 6 heures du matin. Hamon émet 3 conditions. Les Allemands ne doivent pas essayer de reprendre les bâtiments occupés. Ils ne peuvent pas exécuter les prisonniers FFI. Les véhicules des pompiers et de secours dans Paris doivent pouvoir circuler librement. En échange, le vice-président du CPL promet que les convois allemands qui évacuent Paris par les boulevards extérieurs ne seront plus pris pour cible. Raoul Nordling téléphone au général von Choltitz pour parler des conditions proposées par la résistance. Verbalement, von Choltitz accepte. À 22h30, les membres de la délégation du CNR et du CPL se réunissent à la préfecture de police et décident qu'il faudra occuper l'hôtel de ville le lendemain. Dans la nuit du 19 au 20, la trêve est globalement respectée dans tout Paris. Mais lors de cette soirée, la résistance ne sait pas que le général von Choltitz a diffusé son ordre du jour numéro 2. En face de tout réveil nouveau d'action de guerre, c'est-à-dire après extinction du cessez-le-feu à 6 heures, les commandants de secteur exécuteront des actions concentrées, toutes forces réunies. Celles-ci doivent suffire pour briser complètement la résistance. Il faudra détruire les maisons d'où partiront les coups de feu. Von Choltitz modifie ses conseils de modération à l'égard des civils dans son ordre du jour déjà créé, le numéro 1. La vie civile devra être troublée aussi peu que possible dans la journée. Pour la circulation des civils, voir les dispositions de l'annexe qui seront publiées sans délai. Cette annexe devient une affiche qui doit être placardée dans les rues de Paris à l'intention de la population. Un couvre-feu doit être respecté chaque nuit de 21h à 7h. La population n'a pas le droit de circuler dans les quartiers où les combats ont lieu. Si un civil ne respecte pas ces ordres, il sera abattu et aucun laissez-passer ne sera accordé. Les lieux de plaisir doivent être fermés sur le champ, les fenêtres doivent être fermées et les portes des immeubles doivent rester ouvertes. Tout rassemblement de plus de 3 personnes est interdit. Mais ces affiches ne seront jamais placardées, certainement pour éviter de nuire aux négociations de cessez-le-feu provisoire qui sont en cours. Mais le général von Choltitz ne sera pas un officier féroce pour conduire cette répression allemande.